Je vais parler en français puisque nous sommes dans une instance internationale dont mon pays, la France, est partie prenante, mais mes slides sont en anglais et of course during the discussion you can use either language and ask for any clarification. En fait, je vais parler à un double titre. Le premier titre, c'est donc celui de ma visite ici de PDG de l'IRD. Je pense que vous, pour la plupart, vous connaissez l'IRD, mais je voulais rappeler que l'IRD est une spécificité française. J'ai la faiblesse de penser que cette spécificité est une bonne et non une mauvaise chose. La France est le dernier pays au monde à avoir conservé un organisme public de recherche pluridisciplinaire. Il y en a un deuxième dans le domaine spécifique de l'agriculture qui est le CIRAD, mais le dernier pays au monde à avoir un organisme public de recherche dont la mission unique est le travail avec les pays en développement, avec les pays du Sud, avec les pays de la zone intertropicale. Ça ne veut évidemment pas dire que les autres pays, les autres institutions universitaires et académiques françaises ou d'autres pays ne travaillent pas avec vous. On a la chance d'avoir aujourd'hui des collègues du CNRS avec lesquels on travaille de façon très étroite, qui sont présents ici et que je salue amicalement. Bien évidemment, nos collègues du CNRS ou d'autres institutions françaises travaillent avec la Nouvelle-Calédonie, avec le Pacifique, mais ce sont des institutions généralistes qui travaillent avec ces régions comme elles travaillent avec d'autres. Alors que l'IRD, nous avons une mission un peu spécifique. Bien sûr, nous la partageons, la plupart de nos laboratoires sont communs avec des partenaires, souvent le CNRS d'ailleurs, ou des universités françaises. Mais surtout, notre objectif, c'est de renforcer les capacités, d'aider au développement des pays et plus particulièrement à l'émergence, au renforcement des communautés scientifiques de ces pays. Et vous voyez là la carte en rouge et en bleu des différents types de structures qui associent des laboratoires de l'IRD en métropole française avec les laboratoires des pays avec lesquels nous travaillons. Et on en a vu d'ailleurs des exemples ce matin, puisque certains sont impliqués dans des collaborations aussi avec la CPS. Mais en même temps, j'ai une autre casquette aujourd'hui, c'est que je fais partie, donc depuis 2 ans, du groupe d'experts qui a été mandaté par le secrétaire général des Nations Unies pour rédiger le premier rapport d'évaluation quadriennale des ODD, des Objectifs de développement durable, adopté en septembre 2015. Et en plus, pour alourdir un peu la charge, c'est un rapport qui est le premier rapport quadriennal et qui donc doit un peu servir de point de référence pour les rapports qui se succéderont jusqu'en 2030. Et donc nous présenterons ce rapport, il sera présenté au High Level Policy Forum qui gère pour les Nations Unies le suivi des ODD, et ça sera présenté donc en septembre 2019 à l'Assemblée générale des Nations Unies, où je crois savoir d'ailleurs le président Macron souhaitera être pour discuter de ce genre de sujet avec les autres chefs d'État. Voilà les collègues avec qui j'ai la chance de travailler, on est 15. Il faut dire que c'est une première. C'est la première fois dans l'histoire des Nations Unies que les pays membres ont préféré confier l'évaluation d'un programme des Nations Unies, non pas aux agences onusiennes, qui bien sûr nous aident, mais qui peuvent parfois être vues comme juges et parties, pour des raisons institutionnelles, mais à un groupe de scientifiques indépendants. Ce sont des choses qui existent déjà au niveau d'agences des Nations Unies. Avec Colline, on a eu des expériences sûrement communes de panels d'experts à l'OMS, et c'est pareil pour les autres programmes, mais il n'y avait jamais eu de groupe d'experts indépendants pour évaluer un programme global des Nations Unies. Et ça a été la volonté des pays de faire cela dans le cadre onusien. Ça a une conséquence très importante que j'ai appris, parce qu'on apprend toujours à tout âge, c'est que du coup, ce rapport est un rapport non négociable. Nous avons le droit, en tant que scientifiques indépendants, de dire absolument tout ce que nous voulons. Bien sûr, nous ne sommes pas complètement délirants. C'est-à-dire que si, par exemple, quand on commencera à faire circuler le rapport, dans 1 an à peu près,
Par exemple, les États iliens du Pacifique nous disent franchement, votre rapport, ça va pas du tout, vous ne prenez pas suffisamment en compte la spécificité de la vulnérabilité au changement climatique, à la perte de biodiversité, on sera un peu gêné et on ne manquera pas d'essayer de corriger cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interaction avec les pays. Mais ça veut dire que, contrairement à ce qui se passe en général dans le cadre onusien, nous avons une indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons, c'est très hypothétique, mais imaginons qu'un pays, une délégation nous dise non, vous ne pouvez pas mettre global warming, réchauffement climatique, dans le texte du rapport. Nous avons le droit de leur dire, écoutez, on est désolé, mais dans la écrasante majorité de la littérature scientifique, les plus grands journaux du monde, Nature, Science et autres, il y a une évidence qu'il y a global warming. Donc, tant qu'il n'y a pas plus d'évidence dans la littérature scientifique mondiale, et il n'y en aura jamais, rassurez-vous, malheureusement, sur ce sujet, nous avons le droit de dire ça. Ça n'a l'air de rien du tout, mais c'est quand même un point, je crois, important et qui explique d'une certaine façon comment, disons peut-être la valeur ajoutée potentielle, après, je ne sais pas si on y arrivera, de ce rapport. Alors, je voudrais rapidement insister sur un point qui, je pense, sera au cœur du rapport, même si je ne veux pas préjuger de ce à quoi on arrivera à 15, mais je crois qu'on est déjà d'accord là-dessus, c'est de donner une place importante à la question des inégalités et de la réduction des inégalités comme condition de réussite de l'ensemble des objectifs de développement durable, pas simplement de l'ODD spécifiquement consacré à cette question. Alors, évidemment, avant les ODD, il y avait les objectifs du millénaire, période 2000-2015, moins nombreux, 8 objectifs plus ciblés d'une certaine façon. Il faut comprendre que, comme pour les ODD aujourd'hui, ce genre de compromis à l'échelle internationale est très tributaire de la conjoncture. Ce qui a permis l'adoption des ODD juste avant 2000, c'est qu'on sort d'une période où l'aide publique au développement s'est effondrée en même temps que le mur de Berlin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus la guerre froide, les pays ont tendance à se dire finalement l'aide publique au développement c'est plus si important que ça. Ça dit des choses sur à quoi ça servait avant. Mais au bout de quelques années, on se rend compte que la mondialisation peut être une très bonne chose par certains côtés, mais peut poser des tas de problèmes par l'autre, et qu'il faut l'accompagner. Et donc, on construit le consensus sur les objectifs du millénaire, mais la grande différence avec les ODD, c'est que les objectifs du millénaire, ça ne concerne que les pays en développement. Le Nord, l'Occident, n'est concerné que dans sa relation Nord-Sud. Les ODD, c'est ça qui va tout changer, c'est quelque chose qui concerne tous les pays de la planète, dans des modalités différentes selon les problèmes, mais tous les pays de la planète. Alors, comme ça arrive souvent quand on fixe des objectifs, disons, politiques, malgré tout, et c'est pas une critique, c'est comme ça, c'est que au niveau des résultats, là on est en 2015, au début des ODD qui leur succèdent et à la fin des objectifs du millénaire, le verre, il est à moitié vide, à moitié plein, et selon les sujets, il est plutôt à moitié vide ou au contraire plutôt à moitié plein. Je reviendrai bien sûr sur le premier objectif du millénaire qui est resté le premier objectif des ODD, l'éradication de l'extrême pauvreté. J'y reviendrai, mais vous voyez sur ce qui est entouré en rouge, c'est-à-dire la malnutrition, la mortalité infantile, la mortalité maternelle, l'accès à l'eau potable, le nombre de pays en vert qui ont atteint les objectifs qui avaient été fixés reste minoritaire, et donc on est, comme on dit dans notre jargon qu'on partage avec nos amis des Nations Unies, on est off-track. Et le problème, c'est que pour l'instant, pour la plupart des ODD, si on se contente d'extrapoler linéairement où on en est, même en tenant compte des développements des 2 dernières années, on est clairement off-track. Alors c'est pas forcément, peut-être a-t-on fixé des objectifs trop ambitieux, c'est pas forcément une catastrophe absolue, mais ça montre bien qu'il va falloir changer un certain nombre de mécanismes très profondément et plus vite que nous le faisons actuellement pour tenir ces objectifs si on veut être sérieux avec la parole qui a été donnée par tous les chefs d'État en présence du pape François devant toutes les populations, tous les citoyens du monde.
Alors, moi, je voudrais me concentrer aujourd'hui sur le premier objectif, qui était le premier objectif des MDGs et qui reste celui des SDGs, c'est-à-dire l'éradication de la pauvreté absolue, tel que défini par la Banque mondiale, c'est-à-dire avec un indicateur monétaire qui est réduire, y compris à zéro si on peut, le nombre de personnes vivant en dessous d'un seuil de pauvreté absolue qui était fixé au départ des MDGs à $1 par personne et par jour, qui aujourd'hui, en parité de pouvoir d'achat, est à 1,9 $ américain, équivalent mondial, si vous voulez. Il y a évidemment deux manières de faire ça. Il y a une manière qui consiste à dire, si on fait progresser la croissance, si on fait progresser le gâteau, les pauvres en profiteront. Et donc ça ira mieux aussi pour eux, ça ira mieux pour tout le monde, mais aussi pour eux. Il y a une autre manière de faire ça, qui est de faire en sorte que, quelle que soit la croissance, bien sûr, quand elle se développe et à condition qu'elle soit soutenable, c'est une bonne chose, mais quelle que soit la croissance, celle-ci soit mieux distribuée, plus équitablement distribuée, qu'on réduise les inégalités. Et on verra que, implicitement et même assez explicitement, dans les objectifs du millénaire, on donnait la priorité absolue au premier point. C'est-à-dire cette idée que, en gros, si la croissance augmente, on va avoir une amélioration de la lutte contre la pauvreté. Alors pourquoi c'était comme ça au moment des objectifs du millénaire ? C'est parce que, finalement, un objectif comme cela est assez compatible avec la plupart des systèmes de référence politiques, idéologiques des uns et des autres. Donc c'est facile d'avoir un consensus sur cette idée. Et deuxièmement, c'est parce que, et ça reste encore le cas aujourd'hui, la source principale de l'inégalité mondiale, c'est l'inégalité entre pays. Je sais pas si c'est un chanteur français, donc vous ne le connaissez peut-être pas, mais il y a une chanson de Maxime Le Forestier, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle « Né quelque part », qui dit cela très bien, c'est-à-dire que le déterminisme du lieu où vous allez naître va être le déterminant principal de votre place dans la hiérarchie mondiale de la richesse. Ceci est marqué par et c'est une évolution récente, je n'ai pas le temps, sinon ça serait trop long, mais dans les travaux notamment de Jean-Pierre Bourguignon, qui a été chief économiste à la Banque mondiale et qui maintenant est à Paris School of Economics, il a bien montré à travers des séries statistiques avec d'autres collègues du FMI que c'est quelque chose qui n'était pas le cas au XIXe siècle, où c'était plutôt l'appartenance à la classe sociale à l'intérieur du pays qui était le déterminant principal. Au début de ce siècle, le lieu, le pays, était le principal déterminant, né quelque part. Voilà. Et on le voit ici, je ne veux pas trop détailler les différentes slides, on le voit ici puisqu'on voit bien par exemple que les plus riches Indiens ont un niveau de revenu qui demeure inférieur à certains des déciles les plus pauvres dans les pays européens. D'accord ? Alors, c'est effectivement sur l'éradication de l'extrême pauvreté, moins de 1,90 $ par jour, qu'on peut dire on peut crier en français « cocorico ». Je ne sais pas comment les traducteurs traduisent en anglais. Et les organisations internationales, par exemple mes amis de la Banque mondiale, ne manquent pas de pousser ces cocoricos, puisque entre 2000 et 2015, on a réduit de près de 1 milliard, de 1,7 milliard à un peu moins de 800 millions, le nombre de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté dans le monde. Mais malheureusement, vous voyez que une part, la majorité des personnes qui vivent dans ces situations d'extrême pauvreté tendent à se concentrer dans un nombre limité de pays, en Afrique subsaharienne et en Océanie, et à l'intérieur des pays, à l'intérieur de sous-groupes de populations qui restent victimes de cette extrême pauvreté. Mais effectivement, il y a eu un succès indiscutable sur le premier objectif du millénaire. Mais il y a beaucoup de mais à ce succès, beaucoup de mais, et je suis très heureux que dans le cadre du rapport, finalement, nos collègues de la Banque mondiale ou d'autres institutions internationales, y compris le Fonds monétaire international, sont aujourd'hui les premiers à accepter ces mais.
quelques années, c'était un peu plus difficile. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème là-dessus. Le premier problème, c'est que l'essentiel d'ailleurs ça se voit déjà dans les chiffres précédents, l'essentiel de ce succès, c'est l'Inde et la Chine. C'est le développement économique de l'Inde et de la Chine. Si on enlève cet élément-là, on voit que par contre, il n'y a pas eu le tant de succès que ça du point de vue de la lutte contre l'extrême pauvreté. Deuxièmement, en particulier suite à la crise économique de 2008, qui est la pire crise économique que nous ayons connue dans le monde depuis les années 30 du siècle précédent, la situation tend à ne pas être bonne du tout, puisque la croissance du revenu des secteurs, des déciles de population les plus pauvres est moins rapide que la croissance moyenne, de façon générale, ce qui n'est pas évidemment une bonne chose. Le deuxième mais, c'est que, certes, qu'on a affaire à une définition de la pauvreté absolue qui est une définition absolue monétaire et avec un seuil. Mais que, c'est ce que vous voyez dans les courbes là, c'est la courbe qui justement a tendance à monter, je ne sais pas si vous la voyez, la courbe, c'est celle qui monte, hein, quand vous voyez monter, c'est que ça s'accompagne d'une augmentation très importante des gens qui sont juste au-dessus du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qui sont entre 2 et 5 dollars par personne et par an à l'intérieur des foyers. Or, nous savons, c'est quelque chose qu'à l'OMS nous avons souvent souligné, Colline, que ce type de population est souvent la plus vulnérable à retomber dans l'extrême pauvreté suite à un choc extérieur, la maladie, soit une situation, une guerre, une catastrophe climatique, ou un choc individuel catastrophique qui peut être une maladie importante, un cancer, une maladie infectieuse, etc., etc. Donc, sans arrêt, certes, beaucoup de gens sont sortis de la pauvreté absolue, mais beaucoup des gens qui sont sortis de la pauvreté absolue restent extrêmement vulnérables au fait d'y retomber dès lors qu'il y a des fluctuations cycliques de l'économie ou d'autres phénomènes. Et puis, évidemment, cette définition monétaire de la pauvreté ignore complètement le caractère multidimensionnel de cette notion. Si on prend 1,90 $, et je vous avoue que ça fait rire, mais plutôt jaune, les associations avec lesquelles nous travaillons, par exemple ATD Quart-Monde en France, hein, il n'y a plus de pauvres chez nous. Il suffit que je sorte du Paris-Centre ou Marseille-Centre, j'ai pas vraiment l'impression dans certains quartiers que les gens vivent dans une grande opulence. Donc on voit bien que il faut une définition pour rendre compte du phénomène de la pauvreté, il faut évidemment rendre compte de phénomènes multidimensionnels, et même quand on est sorti de la pauvreté absolue, ça ne veut pas dire qu'on est sorti de la pauvreté. L'exemple le plus qui est présenté dans cette diapositive, c'est le cas pour une partie de l'Asie, pour l'Afrique subsaharienne, c'est le nombre extrême, la proportion très très faible de la population qui ne dispose ne serait-ce que d'un seul type de filet de sécurité, qu'il s'agisse de l'assurance maladie, ou qu'il s'agisse de la retraite, ou qu'il s'agisse de la protection par rapport aux maladies professionnelles. Donc on a encore beaucoup de pain sur la planche. Évidemment, c'est un peu mon dada, alors je ne veux pas trop vous embêter avec ça, mais il y a évidemment la persistance des très fortes inégalités et le fait que, je ne comprends toujours pas comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde avec l'état actuel des technologies et les progrès de la technologie biomédicale, qui a été mon centre de travail, etc. Comment on peut vivre dans un monde dans lequel la probabilité qu'un enfant meure dans la période néonatale en Afrique est 10 à 20 fois supérieure à ce qui se passerait s'il naissait dans une maternité à côté de chez moi. J'ai un peu de mal à comprendre qu'on puisse supporter de vivre dans un monde où la situation est celle-là, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis à l'IRD, soit dit en passant, à titre personnel. Et puis, bien évidemment, ça a été un des sujets très
un peu difficile de la négociation de l'accord de Paris, c'est que, par exemple, dans la responsabilité de l'émergence des gaz à effet de serre, évidemment, l'hémisphère nord et les pays développés ont une responsabilité écrasante par comparaison avec les pays du Sud. Et donc on peut comprendre que, et c'est un des points d'équilibre que nous allons essayer de traiter dans notre rapport, on peut comprendre que les pays du Sud nous disent n'utilisez pas la nécessaire préservation de l'environnement et le concept de développement durable, même s'ils y adhèrent, de façon un peu différente selon les endroits, mais de façon générale. On voit bien en Nouvelle-Calédonie, par exemple, combien, moi j'ai été frappé par, on a d'ailleurs le responsable, le ministre en charge de ces questions, j'ai été très frappé et très, disons, agréablement surpris que, quelle que soit l'appartenance politique des élus que j'ai rencontrés, ils sont tous très sensibles à cette question du développement durable, mais c'est parce qu'il y a des problèmes et qu'ils sont sur le terrain. Et dans tout le Pacifique, c'est souvent le cas. Mais quand même, en même temps, les pays du Sud ont raison de dire que nous ne devons pas utiliser les objectifs du développement durable comme le fait d'imposer des barrières supplémentaires à l'amélioration du niveau de vie des populations, qui justement est essentiel si on veut les sortir de la pauvreté de façon durable et accéder aux biens minimum dont ils ont absolument besoin pour vivre décemment. Là, un point un peu plus de détail, mais qui fait référence à des travaux qui ont été faits, par exemple dans le cas présent au Sénégal par des chercheurs d'un laboratoire de l'IRD qui s'appelle DIAL, Philippe Devreyer, Sylvie Lambert, etc. C'est qu'en plus, la plupart des mesures dont on dispose pour la comparaison internationale, ce sont des enquêtes ménages, où on interroge statistiquement, je sais qu'il y a des statisticiens dans la salle comme moi qui connaissent bien ça, donc on a des éléments au niveau du ménage, mais que quand ce qui a été fait par cette enquête au Sénégal, on essaye de regarder plus finement à l'intérieur du ménage, on voit qu'il peut y avoir des gens en dessous du seuil de pauvreté absolue, des individus à l'intérieur d'un ménage qui, lui, n'est pas classé comme pauvres. Par exemple, dans cette enquête, il y a 13% des pauvres. Ça commence à faire un artefact statistique qui pose quelques problèmes, en fait, qu'on ne voit pas dans les enquêtes ménages traditionnelles parce qu'ils sont en dessous du seuil de pauvreté et ils vivent dans un ménage qui n'est pas, par les enquêtes ménages, classifié comme tel. Et puis, évidemment, il y a le point le plus important et le point dans lequel, sans quelconque... ou parfois, si vous voulez, moi j'adore travailler avec les collègues de tous les pays. J'ai été formé en partie aux États-Unis, donc voilà. Et puis la science, c'est universel, mais des fois, quand même, sur certains sujets, on se dit que c'est pas mal qu'il y ait de la recherche francophone parce que ça aide à faire bouger les lignes. Je me souviens, par exemple, que quand j'ai commencé sur le sida, et l'accès aux médicaments essentiels, y compris à l'intérieur de l'OMS, Colline, la consensus des experts était plutôt contre l'accès aux médicaments essentiels sur ce sujet. Et il a fallu beaucoup de recherches, notamment menées par la recherche francophone, mais pas seulement, pour faire bouger les lignes sur ce sujet. Mais sur cette question des inégalités, c'est vrai que les travaux de la recherche francophone, encore une fois, pas seulement, ont joué un rôle important, notamment les travaux de Paris School of Economics, Thomas Piketty, le World Inequality Report qui vient de sortir il y a quelques mois. Il y a ce constat que les progrès dans la lutte contre la pauvreté se sont accompagnés d'une aggravation sans précédent de l'inégalité à l'intérieur des pays. Jamais, en tout cas dans l'histoire statistiquement documentée, on a eu un tel accroissement des inégalités à l'intérieur, entre les groupes sociaux, à l'intérieur des pays. Dans la carte, c'est seulement quelques pays d'Afrique et quelques pays d'Amérique latine qui souvent partaient de très loin. Le Brésil, c'était et ça reste l'un des pays les plus inégalitaires du monde, mais c'est un de ceux dans lequel la réduction des inégalités a été la plus nette. Mais en dehors de ces zones qui sont marquées en vert foncé sur la carte, l'indice de Gini, qui est en plus un indice de moyenne, assez détérioré dans la plupart des pays du monde. Vous voyez que, moi je connais malheureusement pas bien le Pacifique, mais de ce point de vue-là, c'est pas génial. Le trend dans votre région est quand même aussi à une aggravation significative des inégalités. Et puis, c'est ça le point important,
Là, on parle d'inégalité mesurée par des indicateurs de tendance moyenne. Mais il y a ce travail qui a été fait notamment par des chercheurs français, mais aussi francophones, mais aussi par des chercheurs américains, d'ailleurs, hein, si on veut être parfaitement honnête. Il y a cette compréhension que si on regarde pas simplement la distribution moyenne, mais les extrêmes de la distribution, on voit apparaître un phénomène qui pose quand même question, qui est la concentration excessive de la richesse mondiale dans le top 10% ou le top 1% des plus riches. Aujourd'hui, ce n'est pas les économistes français qu'on peut parfois... ils ont des tendances gauchistes, etc. C'est le Fonds monétaire international qui dit ça. Les 10% les plus riches dans le monde contrôlent 55% du revenu. Source FMI, si on ajoute à ça le capital, c'est-à-dire le contrôle de la terre, des propriétés immobilières, du capital machine, hein, c'est plus 55%, c'est 70%. Alors je vais vous raconter une anecdote, mon anecdote du pape François préféré. Lorsque les ODD ont été signés à New York, le pape François est venu à New York et il s'est exprimé devant l'Assemblée générale des Nations unies. Et quelques jours après, il était reparti. Il y avait la signature des ODD. Et donc, à la tribune des Nations Unies, j'étais là avec la délégation française, avec Michel Idy du CIRAD d'ailleurs. Donc, on a assisté à la cérémonie de signature. Il y avait tous les chefs, il y avait beaucoup de chefs d'État. Il y avait Cameron, il y avait Angela Merkel, il y avait le Premier ministre indien, etc. Il y avait probablement peut-être le Premier ministre des Fidji, etc. Tous sans exception, tous, ils étaient 15, c'était long, ont, au début de leur intervention ou à la fin, dit, comme a dit le pape François, je pense que c'est... Voilà, etc., etc. Sauf que aucun n'a dit ce qu'avait vraiment dit le pape François. Le pape François, il a dit ce que je viens de vous dire là. C'est-à-dire qu'à sa façon, hein, et donc il est evidence-based, entre parenthèses, le pape François, sur ce sujet. Il a dit, ça n'est pas possible de faire les ODD sans redistribution par rapport à cette situation. C'est impossible. Ne vous racontez pas d'histoire. Et il a même ajouté, mais alors là, rassurez-vous, tout le monde s'est bien gardé de rappeler cette partie-là de son discours. Il a même ajouté de façon très très claire, parce qu'il s'adressait à l'Assemblée des Nations Unies, qu'il trouvait que non seulement il fallait essayer de résoudre au moins un petit peu ce problème, mais qu'il avait souvent l'impression que beaucoup des politiques menées par les gens qui allaient signer, non seulement ne s'attaquaient pas à ce problème, mais parfois l'aggravaient. Silence religieux sur ce sujet. Voilà. C'était mon anecdote, pape François. Évidemment, donc on est quand même passé aux ODD effectivement, dans les ODD, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes et notamment, il y a un ODD qui a été très difficile à obtenir sur la réduction des inégalités. Et effectivement, dans le rapport qu'on va faire, on va lui donner, je pense, une place peut-être plus importante, dans les interactions entre cet ODD et les autres ODD. Et je crois qu'il y a consensus parmi nous sur ce point. Et je vais essayer de... Voilà, donc je veux pas... Voilà, peut-être le résultat le plus important, c'est que de ce point de vue-là, pourquoi on va pouvoir le faire? C'est pas simplement parce que les 15 experts qui sont là sont super cool, et ce qui est vrai, hein, et qu'ils ont compris ça et qu'on est d'accord avec eux. C'est parce qu'en plus, en faisant cela, nous n'allons faire qu'exprimer ce qui est le consensus qui est en train de monter au niveau international, non seulement dans la communauté scientifique, mais aussi au niveau des organisations internationales, à l'OCDE, au FMI, à la Banque mondiale. Parce que quelque part, et ce consensus, il va, j'espère, enfin tordre le cou au paradigme implicite qui continue à être partagé par trop de décideurs politiques. C'est la théorie du ruissellement. C'est-à-dire cette idée qu'aucun économiste digne de ce nom ne défendra jamais parce qu'elle n'existe pas et qu'elle est totalement... aucune preuve empirique, aucune preuve théorique, c'est cette idée qu'on augmente le gâteau et que par ruissellement, ça va résoudre les problèmes, permettre aux pauvres d'accéder à plus de confort, etc. Et que finalement, tant pis, si en augmentant le gâteau, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, en termes proportionnels, ceux qui sont déjà better off ont une part plus importante. Mais c'est pas grave si ça entraîne tout le monde vers le haut. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, j'aimerais bien que ça fonctionne comme ça. Sauf que ça ne correspond à absolument aucune réalité, que la réalité, c'est ce qui est en train
de faire consensus au plan international, c'est que la réduction des inégalités est une condition, pas simplement de la justice, mais de l'efficacité économique, de l'efficacité environnementale. Et donc ça change évidemment le discours. Alors je vais essayer de passer un petit peu plus vite pour peut-être ouvrir la discussion qu'on a commencée ce matin avec Colin, Cameron et tous leurs collaborateurs sur les collaborations possibles, non seulement entre l'IRD et la SPC, la CPS, mais l'ensemble de la communauté scientifique, c'est à quoi est-ce qu'on peut servir, quelle peut être la contribution de la science. Et là, par exemple, vous avez des exemples de ce qu'on a fait, soit nous à l'IRD, soit avec les deux ouvrages qu'on a réalisés collectivement, avec une fois aux éditions du CNRS sur les océans, une fois sur le changement climatique en Méditerranée, avec les éditions de l'IRD, mais où tous ensemble, dans le cadre de l'alliance Allenvie, qui regroupe tous les partenaires français du domaine, donc pas seulement l'IRD, mais absolument tout le monde. Quand on travaille en commun, on peut arriver à faire des documents de ce type qui font un peu une synthèse de l'évidence scientifique qui existe. C'est ce qu'essaye de faire dans le domaine du climat le GIEC, mais je pense qu'on aurait besoin aujourd'hui, à l'échelle internationale, et puis aussi au niveau des différentes régions, et on en parlait ce matin, la CPS pourrait être naturellement le lieu de coordination de cela, d'avoir des plateformes de synthèse de l'évidence scientifique existante, de l'information objective existante, non seulement sur le changement climatique, c'est déjà bien ce que fait le GIEC, mais sur l'ensemble des problèmes d'objectifs du développement durable. Et pour ça, on a besoin d'institutions multilatérales comme la CPS et puis d'institutions multilatérales au niveau global. Alors, à quoi ça sert la science ? On en a vu beaucoup. Comment ça peut contribuer à ça ? Même si, bien sûr, ce n'est pas du tout la seule contribution. Après, il faut qu'il y ait l'action et la mobilisation des acteurs. Mais on en a vu des exemples ce matin. Je regrette d'ailleurs que tout le monde n'ait pas pu assister aux présentations très intéressantes. Ça peut faire trois choses. Ça fait qu'on peut mieux comprendre des chaînes complexes de causalité qui font que, ce qui affecte les récifs coralliens, très souvent d'ailleurs, et ça on essaiera de le clarifier dans le rapport, le changement n'est pas un changement le changement environnemental, la cause principale n'est pas toujours, et même très souvent n'est pas le changement climatique en tant que tel. Le changement climatique ne vient que, dans certains cas, aggraver la pression anthropique qui existe de toute façon. Ce n'est pas le changement climatique qui fait les concentrations de plastique dans les océans. Mais les concentrations de plastique, elles sont bien là, elles prennent des proportions absolument énormes, et en plus elles se mélangent maintenant avec les algues sargasses, ce qui achève de compliquer le problème, etc., etc. Les pertes de biodiversité qui menacent la Nouvelle-Calédonie et la zone Pacifique ne sont pas le produit du seul changement climatique, même si évidemment il a sa part de causalité, mais sur ce point-là, c'est la vérité qui compte. C'est la vérité qui compte. La vérité scientifique, qui peut changer et évoluer. Il faut dire la vérité, ou ce que nous pensons être la vérité, même si ça peut gêner au niveau tel ou tel. On a eu une discussion ce matin qui exemplarisait ça. La deuxième chose, et il y a eu un rapport, je ne sais pas si j'ai la slide, c'est qu'effectivement, quelque part, malgré les discours, potentiellement, les ODD, si on ne fait pas attention, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que si on poursuit les 17 objectifs de façon et les 169 cibles qui sont liées aux différents objectifs, de façon concomitante en même temps, mais en regardant même avec la meilleure volonté du monde leur réalisation, dans certains cas, il va y avoir des synergies positives, mais dans beaucoup de cas, ça va créer des contradictions. Je vous donne deux exemples triviaux. Aujourd'hui, en Afrique, l'accès à l'énergie et notamment à l'électricité, c'est un peu la même chose que le chômage dans la plupart des pays avancés, dont la France. C'est le marqueur politique premier. Donc les présidents, ils savent qu'ils sont réélus sur cette base-là. Et l'accès à l'énergie électrique, c'est fondamental en Afrique, par exemple. Et je suppose aussi ici, peut-être en Océanie. Si la résolution du problème, c'est des centrales à charbon, même avec des dispositifs de filtration aimablement fournis par nos amis chinois, qui dépolluent un petit peu, ça ne va pas être génial pour l'objectif de l'accord de Paris. Il va y avoir un peu... Voilà. Si la Chine
Et je prends cet exemple-là parce que je sais que grâce aux scientifiques chinois, ils en ont pleinement conscience. Donc ce n'est pas une critique, au contraire. Ils savent ça et ils vont essayer de le résoudre. Mais si la Chine continuait, ils vont essayer de faire autrement, à assurer sa sécurité alimentaire, qui est la base du pouvoir, évidemment, dans un pays comme celui-là, mais en ayant en moyenne à l'hectare 70% de plus que la moyenne mondiale d'intrants chimiques en termes d'engrais et de pesticides, on continuera à avoir la sécurité alimentaire, mais ça va poser des tas de problèmes, mais d'abord à la Chine. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils évoluent vers l'agroécologie. Et que, évidemment, on est très heureux de cette évolution, bien sûr. Et donc, ce à quoi la science peut contribuer, pas toute seule encore une fois, c'est de regarder ces interactions entre les ODD pour voir là où on peut créer des synergies positives, du gagnant-gagnant. On améliore la santé, on améliore l'éducation, mais ça aide pour d'autres ODD. Moi, je connais bien le lien, par exemple, éducation-santé. Hein, c'est gagnant-gagnant dans les deux sens. Et puis, bien sûr, c'est trouver des solutions, et notamment des solutions technologiques en termes d'innovation, qui aillent dans ce sens-là. Je vous donne juste... je reviendrai sur cette... je vous donne juste un exemple par rapport à ça, c'est qu'une initiative qu'on a lancée à la COP21 à l'initiative des scientifiques francophones, mais maintenant mondiaux, c'est l'initiative 4 pour 1000, où l'idée c'est que si on augmente la capacité des sols, ne serait-ce que dans une faible proportion de 4 pour 1000, à retenir du CO2 et qu'on trouve les moyens que ça ne reparte pas dans l'atmosphère, on peut contribuer de façon très très significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en même temps, comme on augmente la qualité organique, la teneur organique des sols, on a un potentiel de productivité agricole en plus sans engrais, sans pesticides, sans intrants chimiques, qui est évidemment plus important auparavant. Donc là, dans ce cas-là, on a potentiellement des innovations qui sont gagnant-gagnant. Et puis, et on en a parlé ce matin et je terminerai là-dessus, la clé pour tout ça, la clé pour la contribution de la science aux ODD, mais aussi la clé pour réaliser les ODD, qu'il y ait des scientifiques dans les parages ou pas, de toute façon. C'est qu'il nous faut des data pour que ça soit evidence-based. Il faut absolument qu'on ait des systèmes structurés d'observation et de surveillance de ce qui se passe dans les milieux environnementaux et de ce qui se passe dans les populations. Parce que sinon, on ne peut pas répondre à des questions très simples. Je termine là-dessus juste, encore une fois, une anecdote. Mon amie Monique Barbu, qui est pour l'instant l'une de celles qui coordonne le secrétariat de la COP sur la désertification. Quand elle dit à la dernière COP que le changement climatique, avec toutes ses conséquences en chaîne, alimente des migrations et qu'une partie du flux migratoire qui inquiète au niveau de l'Union européenne est liée à cela, à la désertification et aux migrations climatiques. Ce qui paraît comme ça, a priori, intuitivement, une banalité, une trivialité. On lui dit, oui, peut-être, mais est-ce que vous êtes sûr? Quels sont les datas? Et il n'y a pas de data. Il n'y a pas de data qui permettent de déterminer de façon claire quelle est la part des événements liés au changement climatique ou à d'autres changements environnementaux dans les mouvements de population sur le continent africain. J'ai bien vu ici combien il y avait des choses extrêmement intéressantes en matière d'observation qui sont d'ailleurs l'objet de collaborations très fructueuses entre la CPS, qui a beaucoup de bases de données aussi, et les scientifiques, mais dans beaucoup de cas, ça reste du bricolage lié à la créativité des scientifiques, parce que c'est aussi des scientifiques et des experts, dans une institution comme la vôtre ici. On a besoin d'organiser cela, de structurer cela. Parce que, et je terminerai là-dessus, on est dans une période nouvelle, mon sentiment personnel, c'est plus le PDG de l'IRD qui parle, c'est le scientifique que je suis. Je pense qu'on n'a pas demandé ça, nous les scientifiques. On n'a pas demandé ça. Et d'ailleurs, très franchement, si on pouvait éviter, je préférerais. Mais voilà, des fois, on est obligé. Je pense que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis le XVIIIe siècle, des Lumières, la science est en première ligne. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts, il y a des courants spontanés dans la société, il y a des mouvements dans l'opinion publique qui, systématiquement, remettent en cause la rationalité scientifique. Et qu'on est obligé de monter au créneau par rapport à ça. Les fake news, etc., etc. Il faut faire ça. C'est pour ça que l'éducation est très importante. Et donc, on a besoin, pour répondre à ça, même si peut-être ça sera le tonneau de Sisyphe, il faudra toujours recommencer, etc., on a besoin d'évidence. Et l'évidence, c'est d'abord les datas. D'abord les datas.
Et c'est là-dessus qu'il peut y avoir une convergence entre les politiques, les administratifs et les scientifiques, c'est que les datas, on en a besoin pour faire de la science. Ça peut aider qu'il y ait des scientifiques dans les parages pour que la collecte des datas soit bonne et correcte et reproductible, mais on n'en a pas besoin que pour la science. On n'a pas besoin que pour faire de la prévention du risque sismique. J'étais hier à Marais, en Nouvelle-Calédonie, pour aider les habitants de Marais à se préparer à d'éventuelles nouvelles secousses sismiques. Ils ont besoin de data, qu'il y ait des scientifiques ou pas. Sinon, ça va mal se passer pour eux. Voilà. Je terminerai là.